Lorsque vous permettez à un pays, par un seul projet, le projet de Simandou, lorsque la production va commencer, l'économie guinéenne va absorber au moins 2 milliards 700 millions de dollars. Lorsque ça va être en croisière, c'est de 3 milliards 5 à 4 milliards de dollars. Ce qui va permettre de doubler, voire de tripler le PIB de la République de Guinée. Ça, c'est quelque chose de pas petit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Vous êtes sur Reflet Guinée. C'est une émission exclusive. Nous recevons donc ce soir sur ce plateau M. Alpha Boubacar Ba. Il est le directeur général adjoint de l'Agence nationale des rénovations urbaines. Avec lui, il sera question de plusieurs sujets, notamment de la gouvernance, en termes donc d'aménagement du territoire, mais aussi du bilan du CNRD, des acquis du CNRD dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire. Quels sont les acquis donc depuis le 5 septembre 2021? Celui qui a été longtemps membre actif de l'Union des forces démocratiques de Guinée et beaucoup attendu notamment sur une question relative à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, puisque le débat a fait rage dans la cité. On aimerait justement connaître sa position sur cette épineuse question. On parlera aussi de ses rapports avec le président de l'IFDGC, Loudalen Diallo, et ses anciens collaborateurs de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Monsieur Ba, bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous pour cette émission. Bonsoir, Monsieur Barry. Bonsoir aux aimables téléspectateurs et followers de la page Reflet Guinée. Alors, la première question, je le disais que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Est-ce que vous pouvez, de manière grosso modo, nous présenter cette agence, cette direction? L'Agence nationale de rénovation urbaine, comme vous l'entendez dans sa dénomination, a été créée par le gouvernement guinéen en 2014, en avril 2014, mais elle n'a fonctionné qu'après notre nomination, ma directrice générale, Madame Fatoumata Kamara, que je salue ici, et moi-même, comme DG et DGA de l'agence, le 23 mars 2022. Elle a été créée pour une mission simple. Bon, je dirais simple, simplement écrite. La requalification durable des zones urbaines. C'est compliqué en matière de termes, mais pour dire la chose simplement, c'est l'agence qui s'occupe de la modernisation de nos villes, de la lutte contre l'habitat précaire, de l'éradication des taudis et bidonvilles, il y en a beaucoup dans nos quartiers, de la restructuration des quartiers précaires, les quartiers non lotis, les quartiers sous-équipés, la rénovation des bâtiments et bâtiments administratifs, des édifices publics et les équipements publics, la rénovation des anciennes cités de l'État et tout ce qui a trait à la modernisation de nos centres urbains et périurbains. Voilà la mission principe fondamentale de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et depuis 3 ans, nous nous attelons, nos équipes et moi, et nous-mêmes, sous la coordination que j'apprécie de Madame la DG, à faire de cette agence un vrai acteur, sinon le principal acteur du développement urbain dans notre pays. Alors, est-ce qu'on peut connaître les projets majeurs de cette agence? Alors, comme je vous l'ai dit, en mars, quand nous sommes arrivés, il n'y avait rien. Pas de bureau, pas d'équipement, pas d'équipe, pas de personnel, rien. C'était que le décret, Madame Fatoumata Kamara et Alpha Boubacar Ba. Donc nous nous sommes attelés d'abord à équiper l'agence, à recruter du personnel, à travailler sur tout ce qui est administratif, donc à préparer l'ANRU à être un vrai acteur du développement urbain. Ça nous a pris du temps. Et puis après, en juin-juillet 2022, nous sommes allés en tournée. Nous sommes allés faire le tour du pays pour constater. Et nous avons visité toutes les préfectures de notre pays. La première urgence à laquelle
nous avons voulu faire face, c'est la lutte contre l'habitat précaire de nos fonctionnaires qui travaillent à l'intérieur du pays. Okay. Quoi que l'on dise, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, avait pris la mesure de la situation entre 1962 et 1963. Le président Ahmed Sékou Touré et son gouvernement ont construit des cités dans toutes les villes de notre pays. Oui. Nous en avons au moins une centaine. Chaque corporation, chaque métier avait sa cité. Nous qui avons grandi dans les préfectures, nous avons toujours eu des amis qui sont fils et filles de fonctionnaires qui ont habité ces cités. Yeah. Malheureusement, de 1963 à maintenant, rien n'a été fait. Ces habitations, ces cités ont vécu, occupant un foncier important au centre de nos villes. Donc nous avons décidé de monter un projet, un programme qu'on a appelé Programme national de rénovation et ou de reconstruction des anciennes cités de l'État dans toutes les 33 préfectures de notre pays. La première phase que nous avons suivie concerne 10 préfectures, les capitales régionales, plus Sigiri, Fourékaria, Koya et Guékédou, pour des raisons simples, Sigiri et Fourékaria étant des portes d'entrée de notre pays, Fourékaria abritant le port de Moribaya, Sigiri abritant la frontière avec tout ce qui se passe là-bas. Donc cette première phase, tous les contrats ont été faits. Ces 10 cités seront lancées au plus tard d'ici la fin de l'année par la première pose de pierre et ce sera l'occasion de reconstruire ces cités pour permettre à nos fonctionnaires d'avoir un espace de vie décent pour eux-mêmes et pour leur famille. Alors on suivra de près l'évolution de cette situation puisque récemment j'ai séjourné du côté de Koubia, j'ai vu donc la cité administrative qui est dans un état très piteux, lamentable. Ouais. Donc c'est des annonces que vous venez de faire. Malheureusement Koubia fait partie de la deuxième phase et qui a été inscrite à la Direction nationale des investissements publics et qui est une priorité. Mais Koubia, ce qu'on a fait sur instruction de notre ministre, c'est de rénover d'abord le logement du directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat à Koubia, et puis c'est les bureaux abritant l'habitat, les services de l'habitat au niveau de Koubia. Mais il y a d'autres travaux de voirie qui sont en cours à Koubia, qui sont faits par la Direction nationale de l'architecture, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la DATU. On peut avoir une idée par rapport à la date de lancement effectif de ces travaux, de la première phase? Le lancement effectif de la première phase, disons que c'est les derniers réglages qui sont en cours. Certainement, la semaine qui va venir, on va clôturer tout ce qui est administratif et puis on va préparer ça. Pour ne pas dire quelque chose qui ne va pas aller, je pourrais vous dire que d'ici la fin de l'année, ces cités, la construction de ces cités seront lancées. Il se peut qu'on commence par 4 cités d'ici la fin de l'année et directement après, en janvier, les 6 autres cités. Mais la deuxième phase va suivre très vite. Encore une fois, nous suivrons de près l'évolution de cette situation et les annonces que vous venez de faire. L'autre question, comment évaluer aujourd'hui le secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sous la gouvernance du CNRD? Est-ce qu'on peut dire que des actes concrets ont été posés dans ce secteur? Je commencerai par rappeler une assertion de quelqu'un qui disait que si l'habitat va bien, le pays se porte bien, le peuple se porte bien. L'habitat, c'est une priorité. Malheureusement, jusqu'à l'arrivée du CNRD, l'habitat était relégué au second rang. Depuis l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, il faut reconnaître qu'il a mis le secteur, le ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, auquel il a rajouté la mission de la récupération des domaines spoliés de l'État, la récupération et la valorisation des domaines spoliés de l'État, une importance capitale. Sous sa gouvernance, le secteur a bénéficié d'un nouvel élan marqué par des réformes audacieuses et des initiatives concrètes.
Prenons par exemple dans le secteur de modernisation de la gouvernance foncière. Il a été question de la digitalisation. Le ministère s'est engagé dans une réforme majeure procédant à la digitalisation et la sécurisation du cadastre foncier. Pour cela, il y a eu une plateforme de gestion des baux qui a été mise en place. Elle est opérationnelle. Il y a une plateforme de gestion des titres fonciers qui est opérationnelle. Tout récemment, sous la conduite de monsieur le ministre Mory Condé, un jeune extrêmement dynamique, je ne le dis pas parce que c'est mon ministre, mais j'ai eu 4 ministres, très dynamique et très volontaire, il sait exactement ce qu'il veut. Il a initié l'élaboration du plan foncier de toutes nos villes. Et on va commencer par, et ça c'est dans ce mois de décembre-là, on va commencer par le projet pilote de l'élaboration des plans fonciers de Kaloum. Enfin, dans la modernisation de la gouvernance foncière, et dans le cadre du programme de Simandou 2040, il y a des réserves foncières qui sont en cours d'identification et de sécurisation le long du corridor de Transguinéen. Ces réserves foncières vont accueillir tous les projets de développement urbain. Il y a l'assainissement liquide. Dans ce cadre, il y a eu la modernisation de la station d'épuration des eaux usées de Conakry. Il y a eu la réhabilitation de 5 stations de pompage à travers Conakry. Il y a eu la construction, à travers la coopération maroco-guinéenne, de 2 stations à Landrea et à Madina. Comme vous le savez, le ministère s'occupe aussi de la construction des voiries urbaines. Et je pense que c'est dans ce cadre que la gouvernance du CNRD a fait beaucoup plus de travail, a fourni énormément d'efforts. Et dans le cadre de notre ministère, il y a d'importants projets de désenclavement qui sont en cours, parmi lesquels le désenclavement des quartiers sous-équipés de Conakry sur 20 km dans les communes de Matoto et de Ratoma. Il y a la construction de 64 km de voiries interquartiers entre Conakry, Koya et Dubreka, divisé en 3 lots. Le premier lot concerne la voie express entre Kagbele et Kouria sur 26 km. Le deuxième lot concerne la pénétrante Sonfonia village T7 à T11 sur 13 km. Et le troisième lot concerne la transversale de T15 à km 5 dans du Dubreka à Kouria sur 25 km. Il y a la rénovation urbaine. Je vous ai parlé tout à l'heure des cités. Il y a le réaménagement des espaces insalubres. Il y a la reconstruction des anciennes cités de Conakry ici, dont je vais vous parler dans le cadre de la valorisation des domaines spoliés de l'État. Il y a la grande cité de Kamayen, dont le processus administratif est en voie d'être terminé. Il y a l'Andrea en face Fondis, parce que... Non, Gamal. L'Andrea en face de Gamal, qui est aussi, et puis il y a Nyengema, qui va accueillir le plus grand centre des affaires de Conakry. Mais le projet de reconstruction de Koronti, qui démarrera dans un très bref délai. Reconstruction de Koronti. Reconstruction de la cité de Koronti. Comme vous savez, après l'incendie, le gouvernement a fait appel aux bailleurs de fonds. Le FMI, le Fonds monétaire international, a répondu à travers une facilité de crédit rapide pour un montant de 71 millions de dollars qui ont été répartis dans divers secteurs. La moitié a été donnée donc au ministère de l'Habitat à travers l'Agence nationale de rénovation urbaine et la Direction nationale de l'architecture, de construction et du logement, la DACLO, pour reconstruire l'ancienne cité de Koronti. C'est qu'on appelle la cité chemin de fer ou pas? Non, ce n'est pas la cité chemin de fer. La cité chemin de fer fera objet de notre projet qui est aussi en cours d'étude. Cette cité est contiguë un peu au gouvernorat dans laquelle se trouve l'ambassade de la Libye. Cette cité fera l'objet d'une reconstruction. Il y a dans ce projet aussi les bâtiments administratifs, dont l'ancienne école qui se trouve à l'intérieur, et puis l'ancienne direction de lutte antidrogue. Mais au niveau du ministère, il y a aussi le secteur de la construction des logements. Le programme présidentiel de construction des logements qui est piloté par l'Agence guinéenne pour le financement
du logement Agifil était là déjà avant l'arrivée du CNRD, mais c'était un programme bloqué. Parce qu'il n'y avait pas de foncier aménagé. On ne pose les logements que sur du foncier aménagé. C'est que le CNRD a fait, dès qu'il est arrivé, le président a instruit de débloquer de l'argent, près de 330 milliards, pour qu'on puisse financer l'aménagement et la viabilisation de 64 hectares qu'on a mis à la disposition de l'Agifil, à Sonfonia et à l'intérieur, dans certaines préfectures de l'intérieur du pays. Ce qui a tout de suite débloqué le programme. Aujourd'hui, à Keitaya, nous avons, dans la commune de Kagbele, nous avons 730 logements qui sont en cours de finition. Ça, c'est pour près de 730 logements. Pour le personnel de la Banque centrale ou pas? Non. Ça, c'est des logements sociaux. À Keitaya, il y a un projet pour Ecobank qui a été livré. Il y a un projet de logements sociaux suivi par la direction de l'architecture, de la construction et du logement en collaboration avec Agifil. Et puis, il y a Sonfonia, Lac, où un peu plus de 280 logements sont en train d'être construits et qui seront rendus, je dirais, avant la fin du mois de janvier ou début février au plus tard. C'est au moins 1000 logements qui seront rendus par Agifil et le ministère. Donc c'est un secteur aussi important que les logements, et je pense qu'il y a des dispositions qui sont prises par le nouveau ministre. Nous avons terminé la rédaction du programme national de construction des logements et un projet pilote de construction de 20 000 logements est adossé à ce programme-là, et l'année 2025 marquera le lancement de ce projet. Il y a la réforme institutionnelle au niveau de l'habitat. Je parle beaucoup de l'habitat parce que je suis cadre de ce ministère. Il y a les codes de construction, de l'urbanisme et le code foncier domanial qui sont là, qui parfois sont là depuis 1980, 1990. Le ministre Morikonde, il faut le réactualiser. Le ministre Morikonde en a fait une priorité. Il faut réactualiser tous ces textes. Il faut les mettre à jour. Un travail est en train d'être fait actuellement même, des travaux où tous les cadres et tous les organismes publics ou privés qui sont liés à l'État, les ordres sont associés pour qu'on puisse travailler ça. Il y a aussi l'élaboration des schémas directeurs du Grand Conakry qui a été achevé, le schéma directeur de Kaloum et des îles de Los qui est achevé. Il y a le schéma directeur de certaines grandes villes qui sont les schémas directeurs qui sont en cours. Il y a aussi la mise à jour du schéma national d'aménagement du territoire. Je ne vais pas finir ça sans parler de la mise en œuvre d'un projet d'adressage de la capitale Conakry. Comme vous le savez, tout le monde demande ce projet. Quand le ministre Morikonde est arrivé, il est arrivé au fait dans ses bagages avec ce projet à partir du ministère de l'administration du territoire qu'il avait lui-même initié et qu'il avait mis à la disposition du ministère de l'urbanisme et de l'habitat en tant que maître d'ouvrage d'un tel projet, sans savoir que lui-même il allait venir piloter ce projet. Aujourd'hui, on a fini le projet pilote de Kaloum et on va se lancer dans d'autres projets. Il y a, quand vous rentrez à Kaloum aujourd'hui, je profite de l'occasion pour féliciter les services et les techniciens de la DATU qui ont fait un excellent travail pour l'aménagement des routes et des voies publiques à Kaloum. Aujourd'hui, c'est visible. Quand vous venez dans les avenues, il y a du travail au niveau de l'avenue du commerce, ancienne avenue du commerce, rebaptisée par le général avenue Général Lansana Conté, qui est en cours, mais l'avenue de la République, vous voyez le travail qui a été fait là-bas et jusqu'à l'avenue boulevard Diallo-Telli. Il y a un travail excellent, extraordinaire qui est en train de faire. À cela, j'ajouterai le projet de parc urbain qui donne une partie a été rendue sur 2 hectares, mais qui va s'étendre sur près de 42 hectares. Sur ce plan, je dirais que le ministère travaille et l'année 2025, croyez-moi, c'est une année du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sous le leadership du ministre Morikonde. Alors là, on était en train de parler, vous étiez plutôt en train de parler de
des acquis dans le domaine de l'habitat, Oui. de l'aménagement du territoire. Je voudrais à présent qu'on parle dans le domaine disons, des services vitaux, développement, notamment du développement économique. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que depuis le 5 septembre 2021, on peut dire de ce point de vue-là, des actes ont été posés? Si oui, quels sont ces actes? Bon, avant d'entamer ça, il y a un point important, un bilan important du général que j'ai oublié d'annoncer. C'est la matérialisation de la valorisation des domaines spoliés de l'État que l'État a récupéré. Parce que souvent on disait l'État récupère ces domaines, mais qui ne le viabilise pas. Or, la nature a horreur de vide. Exactement. Ouais. La cité ministérielle de Donka illustre parfaitement cette situation. Lorsque le président est arrivé, il y avait dans ce ministère des lots qui avaient été spoliés ou des gens qui y habitaient depuis une cinquantaine d'années. C'était pour leur famille. C'est eux qui louaient. C'était ces familles qui sous-louaient. Donc, l'État a récupéré, a déguerpi, a démoli, et sur place, il a fait construire cette merveilleuse cité des ministériels qui se trouve là-bas, à peu près 30 bâtiments, qui sont aujourd'hui habités par nos ministres et par notre Premier ministre. C'est une fierté et ça illustre parfaitement la politique du président à récupérer et tout de suite à valoriser. Et c'est dans ce même cadre que nous allons faire Nyangema, Kamayen, Landrea et d'autres. Et si vous constatez, tous les projets de déguerpissement ou de récupération ont été arrêtés dans la forme ancienne. On ne fera de récupération que lorsqu'on a un projet à mettre en œuvre. Mais il faut que tous ceux qui occupent des domaines qui appartiennent à l'État se préparent à l'idée qu'ils partiront. Parce que l'État récupérera ces domaines. Maintenant, par rapport aux vitaux de notre économie. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Je vais simplement m'hasarder à parler de quelques points importants. Une fois au pouvoir, le président a entrepris des réformes majeures. Parmi elles, ce qui m'a marqué, il y a des choses qui m'ont marqué personnellement. C'est le fait de rendre justice aux populations de Kapororaï, Kipede et Dimesh, qui ont subi des expropriations et des déguerpissements forcés en 1998 et en 2018. Ces concitoyens sont restés pendant longtemps sans justice, sans rien du tout. Ils ont été laissés sans réparation. Le président de la République a suivi personnellement, parce que c'était son engagement personnel, le processus de leur dédommagement. Aujourd'hui, toutes ces victimes, toutes ces familles ont été dédommagées par une parcelle. C'est-à-dire, si tu avais perdu une parcelle à Kapororaï, on te dédommage d'une parcelle. Si tu avais perdu deux, on te dédommage de deux parcelles. Donc, chacun a reçu ses parcelles, le titre foncier qui garantit leur propriété, mais aussi un accompagnement financier pour leur permettre de commencer leur projet. Oui, mais pour le moment, ils ne sont pas rentrés en possession de tout ce que vous venez d'énumérer là. Ils sont rentrés en possession des titres fonciers. Ils sont en négociation avec tout parce que il faudrait qu'on suive. L'État va continuer à suivre pour ne pas qu'on fasse que les appuis qu'on va apporter puissent prendre d'autres directions. Sur le plan économique, le président a relancé le projet Simandou depuis près de 40 ans. Nos parents ont entendu parler de Simandou. Nous, on a entendu parler de Simandou. Tout le monde a parlé de Simandou. Le président, quand il est arrivé, il en a fait une priorité. Il a permis donc à la Guinée d'espérer que des premières tonnes de fer issues de ce Simandou soient d'ici la fin de 2025. Ça, c'est devenu une réalité. Le Transguinéen est en cours de construction.
le port de Moribaya est en cours de finition et toutes les activités de Simandou sont en cours. Ouais. Mais sauf que pour parler de Simandou, pour beaucoup, ceux qui défendent justement la gouvernance du CNRD prennent ces projets comme un acquis, pas comme un projet. Et d'ailleurs, pour beaucoup, c'est un flou qui entoure ce gigantesque projet. Pour beaucoup, il n'y a pas de lisibilité. On n'explique pas assez le contenu de ce programme qu'on dit 2040. Je ne parle pas du programme Simandou 2040. Ça, considérer Simandou 2040 comme un projet de société, comme un programme, comme l'a été le programme de référence intermédiaire, comme l'a été le PNDS ou Alpha Condé, comme l'a été d'autres programmes triennales ou quinquennales des gouvernements qui nous ont précédés. Moi, je parle du projet, de la réalisation du projet Simandou dont on nous a chanté des dizaines d'années auparavant. Aujourd'hui, vous et moi sommes d'accord que le Transguinéen est en construction. Aujourd'hui, vous et moi sommes d'accord que le port de Moribaya est en construction. Vous et moi sommes d'accord que nous sommes en phase et que Rio Tinto, Baou, Winning Consortium, tous ces géants miniers mondiaux sont en Guinée pour la réalisation. Maintenant, sur le plan... Parce que pour Simandou, là, avant qu'on parle, pour beaucoup, c'est devenu comme une sorte de slogan de campagne. Écoutez, Simandou se retrouve dans tous les discours. Même ceux qui ne connaissent rien du projet en parlent. Ça c'est la vulgarisation de ce que nous faisons. Lorsque vous permettez à un pays, par un seul projet, le projet de Simandou, lorsque la production va commencer, l'économie guinéenne va absorber au moins 2,7 milliards de dollars. Lorsque ça va être en croisière, c'est de 3,5 milliards à 4 milliards de dollars. Ce qui va permettre de doubler, voire de tripler le PIB de la République de Guinée. Ça, c'est quelque chose de pas petit et c'est quelque chose dont on attendait depuis des années et des années. Ça, il faut le dire, il faut qu'on s'en enorgueillisse et qu'on vulgarise ça pour que tous les Guinéens comprennent qu'aujourd'hui, le rêve qu'on nous a vendu pendant des années et des années, on a tourné en rond. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, à partir de fin 2025, je dis, c'est clair et c'est net que l'économie guinéenne va pouvoir doubler, voire tripler son PIB. Ça, c'est extrêmement important qui apportera un changement dans tous les secteurs. Okay. Autre acquis, oui, allez. D'accord. Dans le secteur dans le secteur macroéconomique. Macroéconomique. Oui, notre pays était jusqu'en 2023 classé parmi les pays à faible revenu. Notre pays, selon les institutions spécialisées et autorisées, qui sont les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale, ont jugé et analysé l'économie, la performance de l'économie guinéenne. Cette performance nous a permis, en 2023, de quitter le rang des pays à faible revenu pour arriver au rang des pays à revenus intermédiaires. C'est-à-dire qu'on était en dessous de 1 000 $ par habitant. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1 200 $ et ça va évoluer. Et l'impact justement de Simandou, des revenus tirés de Simandou, va doubler, voire tripler. Cela, nous allons nous retrouver avec un PIB nominal de minimum de 2 000, 2 500 $ par tête d'habitant dans notre pays. Là, vous êtes dans les projections. Les projections sont celles qu'elles sont. Je voudrais qu'on parle de microéconomie. Parce que là, vous parlez des indicateurs macroéconomiques, c'est tout. Mais sauf que en matière de le peuple ne ressent pas ça. Les citoyens ne ressentent pas ça dans leur marmite. Évidemment. Cette croissance-là. Évidemment, parce que nous venons de loin. Nous venons de loin. Mais ce qui m'amène à parler des infrastructures. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure des voiries urbaines à Conakry. Aujourd'hui, les routes sont construites dans notre pays, on ne peut pas le nier. Et ce qui m'a marqué aussi, là aussi, parce que je parle du bilan, mais je parle beaucoup plus de ce qui m'a marqué, beaucoup plus. Des préfectures qui n'ont jamais connu de bitume, comme Koubia, Mali, Lelouma, Tougué, pour ne citer que ceux-là.
ce sont des préfectures qui ont eu un minimum de 10 à 15 km de bitume dans leur centre urbain. Ça ne s'est pas arrêté à ça. Sur papier, hein, parce Ce que n'est pas sur les papier. travaux pataugent. Hein. Les moi, travaux, je viens de quitter Koubia, mais voilà, ça n'évolue pas. Non, les travaux continuent. Il y avait les grandes pluies. Aujourd'hui, les travaux continuent. Et toutes les populations de Koubia, je suis un peu de Koubia parce que je suis à la frontière entre Sannoum et Koubia. Je connais très bien cette préfecture. Je dis que les travaux continuent dans toutes ces préfectures. Hier, on a inauguré la centrale de Mali pour l'électricité. Les Louma, Koubia, Mali et Tougué, ce sont des préfectures qui n'avaient pas connu de l'électricité. Ça, c'est chose faite. Aujourd'hui, vous partez à l'Abbé chez moi, c'est 24 heures sur 24 l'électricité. Ça, c'est un bilan qui est là. Et ça, je n'ai parlé que de la Moyenne-Guinée. Lorsque vous allez en forêt, lorsque vous allez en Haute-Guinée, c'est quasiment la même chose. En matière d'emploi, plus de 20 000 nouveaux fonctionnaires ont été recrutés tout récemment. Ça, c'est du concret. Non encore posté. Hein? Non posté parce que le processus administratif prend du temps. Mais les 10 000 anciens contractuels, eux, ils ont été postés et ils ont reçu leur numéro matricule. Ça, c'est donner des opportunités aux jeunes. Depuis le 5 septembre 2021, le secteur agricole, le budget d'investissement, je ne parle pas du budget de fonctionnement. Mais je voudrais d'abord, par rapport à la création d'emplois, hein, oui. Vous parlez de nouveaux fonctionnaires, c'est bien, mais sauf qu'au même moment, justement, des emplois ont été détruits. Je parle notamment de ces médias fermés où vous avez plusieurs employés qui sont des Guinéens. C'est vrai. Donc, pour vous dire que le tableau n'est pas totalement... Et là aussi, on a parlé tout à l'heure de près de 30 000 emplois. C'est vrai, un seul emploi de perdu, c'est un emploi de trop. OK? Des solutions sont en train d'être trouvées. Vous êtes un journaliste, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous informe qu'il y a des initiatives qui ont été entreprises et qui sont en cours et un travail gigantesque est en train d'être fait pour qu'on puisse trouver solution à cela. Et d'ailleurs, beaucoup de ces journalistes ont trouvé d'autres emplois parce que j'ai vu, d'ailleurs je les félicite, des grands journalistes comme mon cher ami Mamadou Ouri et Ibrahim Khalil qui, eux, ont choisi d'aller faire de la politique et être des leaders. Je les souhaite bonne chance et d'ailleurs je les encourage. Vous pensez que c'est un emploi ça? C'est leur choix. Oui, mais quand vous dites qu'ils ont trouvé d'autres emplois... Je pense que c'est un emploi à plein temps. J'ai été politique pendant des années. Tu ne peux pas me dire que j'ai chômé pendant ces années-là. Donc pour moi, bon, mais ça c'est juste... je dis que des initiatives sont prises pour régler cet autre problème. Mais 30 000 emplois, mais ça je ne parle pas du projet Simandou et des projets miniers. Je ne parle pas de l'agriculture qui emploie aujourd'hui énormément. Et c'est pour cela que je voulais vous dire que le budget de l'agriculture entre 2021, entre la loi de finances initiale de 2021 et aujourd'hui, et la loi de finances initiale, le projet de loi de finances initiale de 2025, le budget d'investissement, je ne parle pas de fonctionnement, d'investissement a été multiplié par près de 20%. Près de 20 fois, je voulais dire 20 fois. Ce qui indique clairement que si on disait que l'agriculture était une priorité, mais qu'on n'y investissait pas trop, le président est venu indiquer clairement que pour lui, c'est une priorité. Ces investissements servent à moderniser, à mécaniser l'agriculture. Et aujourd'hui, que ce soit au Fouta, que ce soit en Basse-Guinée, que ce soit en Haute-Guinée ou en forêt, des jeunes qui croyaient que l'agriculture c'était pour les pauvres, c'était pour les démunis, s'investissent mais largement dans ce secteur-là. Je suis sûr que vous et moi, chacun d'entre nous a son petit champ maintenant, chez lui, dans son village ou quelque part ici, dans la Basse-Côte. Parce que tout simplement, c'est devenu rentable, c'est devenu un vrai projet. Tout le monde se met dedans. Mais pour quel résultat? Jusqu'à présent, la Guinée continue à importer le riz. La Guinée continuera à importer le riz. Croyez-moi. Les États-Unis importent toujours le blé. D'autres pays importent toujours. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que nous
nous n'allons pas cultiver du riz parce que pour tout de suite stopper l'importation du riz. Ça va continuer parce que nous n'allons pas atteindre cette capacité tout de suite. Nous allons continuer à travailler pour justement atteindre ce niveau-là, ou en tout cas pour diminuer drastiquement le taux d'importation de ces denrées de première nécessité. Mais encore une fois, le CNRD, il n'est là que depuis le 5 septembre 2021. Ce travail devait... Oui, évidemment. Ce travail devait être fait depuis 1958. C'est le retard accumulé de ces 63 ans que le CNRD s'emploie aujourd'hui à régler. Donc sur le plan sanitaire, si vous me permettez, aujourd'hui, en matière de santé, c'est 8 centres d'hémodialyse. Avant, lorsque tu avais ton parent à Lola, à Beila ou à Koubia ou à Kunsitel, qui avait besoin, qui avait des insuffisances rénales, il fallait venir jusqu'à Ignazdine, à Donka ici. Aujourd'hui, ces 8 centres d'hémodialyse sont dans les capitales régionales, ce qui rapproche le service de santé de nos concitoyens. Il y a eu plus d'une trentaine de centres de santé qui ont été faits. Et là aussi, des lieux ont été ciblés qui étaient presque oubliés. Quand je vous parle de Koula, d'Andiari, qui a eu un centre de santé amélioré en construction, de Zawiya, de Sagalé, de Madina Nianou, ça c'était des zones complètement désertes en matière de structures sanitaires qui reçoivent aujourd'hui des centres de santé améliorés. Si on vous dit centre de santé amélioré, c'est comme les anciens hôpitaux préfectoraux. Mais il y a 2 autres avancées, ou même 3, qu'on ne mentionne pas trop. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, qui est dirigée par la générale Aminata Diallo, a fait des réformes extraordinaires. Pour la première fois dans notre pays, les fonctionnaires guinéens ont une couverture sanitaire et c'est visible. À hauteur de 80%. À hauteur de 80%. Moi, j'ai vécu longtemps dans un pays comme les Pays-Bas ou la Belgique. Je n'ai pas 80% aux Pays-Bas. En France, oui, mais aux Pays-Bas, non. Aux Pays-Bas, si je suis assuré, je n'ai pas 80%, mais j'ai plutôt 65%. La Guinée, c'est 80%. Et au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, aujourd'hui, nos aînés retraités ne sont plus oubliés. Leur pension est versée régulièrement. Au niveau de la culture, nos artistes, tous les artistes aujourd'hui, sur leurs réseaux sociaux, présentent leur carte d'assuré qui leur permettent à 100% cette fois-ci d'être couverts, y compris dans les évacuations. Tous nos artistes. Et nous savons comment ça se passait en Guinée ici. Quand on est artiste, c'est lorsqu'on est malade et qu'on est mourant que les proches viennent passer pour t'humilier presque en demandant de l'aide et on meurt dans des situations comme ça. Cette situation a été définitivement réglée. Je voudrais dire aussi, dans le secteur du tourisme, c'est une avancée majeure. C'est visible aujourd'hui que des efforts sont fournis. Ça, c'était le ministère de la Culture, du Tourisme. C'était un ministère que les gens, même ceux qui étaient nommés ministres là-bas, tu as le titre de ministre, mais c'est comme si tu n'étais pas dans un ministère. Aujourd'hui, des efforts énormes, d'énormes efforts sont fournis dans le secteur de la culture et qui aujourd'hui fait évoluer la culture. Tout récemment, le lancement de la saison touristique à Dalaba, c'était un grand succès. Mais que dire des efforts personnels du président de la République dans la promotion du textile guinéen qu'il arbore si fièrement au cours des événements officiels. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un forestier, un concitoyen de la Guinée forestière, porter du pouto. Il n'est pas rare. Ça marche pas. Keeping up. Ça c'est le néerlandais. Hein?
Ça, c'est une licence néerlandaise. Non, c'est pas là-bas. Ok, là-bas. Voilà. Alors, on recommence. Il n'est pas rare de rencontrer des concitoyens issus de la Guinée forestière porter fièrement le poteau du Fouta. Il n'est pas rare de rencontrer un peul du Fouta Djallon porter du Bara, de Kindeli ou de forêt sacrée. Il n'est pas rare de rencontrer un Maninkamori porter du Lépi. Donc ça, c'est indicateur, c'est le résultat des efforts. Certes, il y a eu des efforts qui ont été fournis par d'autres avant le général Mamadi Doumbouya, mais il faut le dire, pour que les conseils de ministres soient institués en textile guinéen, c'est avec lui. Pour que, au niveau du CNT, que les sessions ordinaires ou extraordinaires soient faites avec du textile guinéen, c'est du temps du CNRD. Ça, c'est un résultat, c'est un bilan. En seulement 3 ans, la Guinée a su se repositionner avec éclat sur la scène internationale. C'est visible. Alors que tout le monde s'attendait à ce que la Guinée soit isolée, parce que ceci ou cela, ça n'a pas été le cas, parce que tout simplement, le président de la République a su gérer le pays avec intelligence. Avec intelligence, il a montré qu'il n'est pas simplement un chef militaire charismatique, mais il a une intelligence politique aussi qui guide ses actions. Ce qui fait que la Guinée aujourd'hui est partout, à travers le monde, sollicitée. Tout le monde, toutes les nations du monde viennent dans notre pays. Ça, c'est le résultat d'un travail extraordinaire fait sur le plan sécuritaire. Vous le disiez tout à l'heure. C'est un grand défi. Mais, comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest est sous menace des actes de djihadisme, de terrorisme. Aujourd'hui, notre pays, par la grâce d'Allah et par une vision, un leadership bien fort, est épargné de cela. Et d'ailleurs, le 2 octobre, lorsque le peuple de Guinée a vu ce défilé avec tous ces équipements, toute cette armada, le peuple de Guinée est rentré depuis le 2 octobre plus rassuré que son armée, ses forces de défense et de sécurité sont en mesure de le protéger et de protéger son territoire. Ça, tout ceci montre que en 3 ans, il y a eu du travail, certes. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais le pays, c'est une évolution. Moi, je pense que si quelqu'un a pu faire ça en 3 ans, croyez-moi, il pourra continuer, l'État pourra continuer à le faire encore plus brillamment, encore plus avec énergie, et c'est à cela que j'appelle mes compatriotes à soutenir pour qu'on puisse continuer à travailler dans ce sens-là.